Gervais Mendozé a décidé que Bois et Lamé devaient rejoindre l'Italie. Parce que j'avais beaucoup travaillé, n'est-ce pas, pour cette Coupe du Monde. Vous savez, aujourd'hui... Vous avez beaucoup travaillé? Oui. Il paraît même que vous avez sélectionné, aidé à sélectionner ça. Oui, j'ai aidé, n'est-ce pas? J'ai fait le travail d'un patriote. C'est-à-dire que en 90, Roger Mila, pour ne pas le citer, est arrivé au Cameroun et ne venait pas au Cameroun pour aller à une compétition. Non, nous nous sommes rencontrés comme ça au hasard à la Cité Verte, parce qu'il a une propriété à la Cité Verte, en contrebas, à la sortie du quartier. Et nous, à l'époque, l'État avait décidé de loger un certain nombre de journalistes à la Cité Verte, au Kansik. Bois et Lamé, Jean Maternendi, Michel Njokabanda, Alphonse Atebandoumou, voilà, Alphonse Atebandoumou, Anne Martin Votor, Charles Ndongo. Nous étions un groupe que l'État avait logé. Donc, comme j'étais l'un, n'est-ce pas, de ceux qui faisaient partie des équipes matinales qui ouvraient la radiodiffusion à l'époque, eh bien, je me suis réveillé à 5 h pour aller à la radio parce qu'on ouvrait à 5h30. Et quand je sors, j'arrive dans la cour, je trouve Roger Mila qui est déjà en train de faire son sport, le footing et autres. Je dis, mais Roger, tu es ici? Il me dit, oui, je suis là, je suis arrivé. Alors, je lui dis que, mais pendant que tu es là, est-ce que tu es au courant que le Cameroun prépare la Coupe du Monde 2090? Il dit, oui, j'ai entendu parler comme ça, mais comme moi, je suis maintenant à Saint-Denis, à l'île de la Réunion, je suis venu à Yaoundé parce que j'ai encore ma famille, madame et les enfants qui sont là. Nous sommes en vacances à l'île de la Réunion, à la Sainte-Pierroise, et je viens pour, n'est-ce pas, les vacances pour, n'est-ce pas, passer un bon moment avec eux avant de repartir. C'est comme ça que je propose à Roger Mila, séance tenante, que bon, Roger, comme tu dis que tu fais le football exhibition à l'île de la Réunion, si par hasard, par extraordinaire, on t'appelle à la Coupe du Monde, dans l'équipe des Lions où tu es déjà barré, parce que tu as fait ton jubilé, tu as pris ta retraite et tout, tu as remis même ton maillot au chef de l'État. Si on te fait appel, est-ce que tu crois qu'avec les matchs exhibition que tu joues à l'île de la Réunion, tu crois que tu peux tenir encore le rythme d'un match de Coupe du Monde? Il fait, j'ai dit, bon, écoute, comme il en est ainsi, je te prends de court, on ne s'attendait pas à se rencontrer, je ne savais même pas que tu es à Yaoundé. Va à la maison quand tu finiras ton footing, tes entraînements, et tu en discutes avec madame. Chaque homme qui est marié a pour premier conseiller technique son épouse. Tu en discutes avec elle, et demain matin, si c'est bon, tu me retrouves à la radiodiffusion à 6 h. Il fait un pas, il s'en va, après il me revient, il me fait signe, je m'arrête. J'avais encore une petite Suzuki CA que le DG Mendozé m'avait donné comme ça pour le travail, n'est-ce pas, du sport à la radio et à la FM. Alors, il me dit, mais si je viens te dire que je serais capable de tenir à la Coupe du Monde, comment tu vas faire pour qu'on me rappelle? Je lui dis, ce n'est pas ton travail, ça c'est mon métier. Je connais, Dieu t'a donné la force et le talent, c'est les jambes. Moi, peut-être c'est la bouche là. La bouche, on ne sait jamais. Donc, va faire comme j'ai dit. Si c'est bon, et ne viens pas pour me faire le cinéma. Si c'est bon, viens le matin. Si ce n'est pas bon, ne viens même pas. Je comprendrai que tu ne peux pas. On s'est séparés, je suis allé à la radio. Lui aussi, il a continué son footing. Et le lendemain matin, avant que je n'arrive à la radio, à 5 h, j'ai trouvé Mila. Vous attendez à la radio? Dans le hall de la radio nationale que vous connaissez là. Je l'ai trouvé, il était déjà là avant moi. Comment? Je descends, il entend le ronflement de la petite Suzuki, il sort pour regarder, c'est bien moi. C'est lui qui ouvre la portière. On se donne des accolades, on se fait, n'est-ce pas, des amitiés, ça va, bonjour, salutations, la famille, tout le monde, ça va. Bon, alors, ce qu'on s'est dit hier là, qu'est-ce que tu penses? Non, je crois que, on m'a dit, les gens qu'on a présélectionnés, si je viens là, je me mets au vert là, je vais battre tous ces gens. J'ai dit, ah bon? Tu penses que tu peux battre tous les jeunes qui sont là? Il dit, mais si jamais on peut m'appeler, tu verras. J'ai dit, bon, montons au bureau. On est allé à mon bureau, à la porte 120 du premier étage de la radio nationale. Je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, bon, donne-moi quelques minutes, n'est-ce pas, pour préparer quelque chose pour toi. J'ai pris quelques journaux sportifs pour le distraire en attendant que je prépare un document. Il s'est mis à feuilleter, à lire. Pendant ce temps, j'ai préparé une bonne interview de M. Roger Mila, où j'ai mis et les questions et les réponses que je voulais entendre sortir de sa bouche. Tout ce que vous avez entendu, je suis officier de réserve, je suis un soldat, je suis prêt à répondre à l'appel de la nation, etc. J'ai mis tout ça, des trucs patriotiques, sensibles à la population et aux autorités. On a fait plusieurs essais d'enregistrement sur Nagra, à l'époque, les gros appareils de 12 kg qui utilisaient les bandes. On a fait plusieurs essais et
Le dernier essai semblait être le meilleur. J'ai dit, bon, ok, ici ça va. Comme c'est les bandes, là où il a un peu trop bégayé ou hésité, je vais couper, tailler, ressouder, n'est-ce pas, pour que ça soit moins haché. Et c'est comme ça que quand on a fini cette interview, je l'ai raccompagné à la guérite de la radio pour qu'il prenne son taxi pour repartir. Et je lui ai dit, en nous séparant, mon travail va donc commencer tout à l'heure sur toi. Il est parti et j'ai passé les premières émissions de sport de ce matin-là, FM Sport, que je faisais à l'époque à 7h sur la FM 94 de Yaoundé, et ensuite le microsport que je faisais sur le poste national à 7h20 également tous les matins. J'ai fini ces émissions. Et enfin, il a été sélectionné. Je suis monté au bureau, commencé à faire le travail que nous appelions les montages et tout, pour préparer de bons éléments d'interview de lui qui passent bien dans l'opinion. Et le lendemain, j'ai commencé à les diffuser. Et j'étais parti sur un exemple simple, parce que dans plusieurs pays européens, on avait rappelé certains anciens. Les Dunga étaient revenus, n'est-ce pas, du côté du Brésil, du côté de l'Argentine, on avait rappelé. J'ai dit, mais voilà des pays qui rappellent quelques anciens. On ne peut pas construire une nouvelle maison sans des vieux parpaings ou des vieux clous. Donc, nous avons pendant ce temps que les lions vont entrer en stage, un ancien lion qui est là et qui dit qu'il est prêt. Si on le rappelle, il fera du miracle à la Coupe du Monde. J'ai commencé donc à balancer les interviews de Roger Milla et les Camerounais. On sentait que oui, mais c'est bien Milla qui parle là. C'est lui, c'est lui. J'ai fait ça, FM 94, poste national, j'en avais fait de cela un événement. J'ai fait donc cette campagne Roger Milla et je ne vais pas m'enorgueillir pour dire que j'ai fait tout ce travail seul, n'est-ce pas? Il y avait, n'est-ce pas, la complicité du ministre Philippe Mbargamboa, n'est-ce pas? J'ai la douleur de vous dire qu'il est même en deuil parce qu'il a perdu son épouse, le ministre Philippe Mbargamboa. Donc il y avait Philippe Mbargamboa qui a également au côté politique et administratif, il a pris le dossier en main, il a amené auprès d'un de nos aînés, un patriarche qui est très lié au chef de l'État. C'était, n'est-ce pas, le grand frère Ongwa Damas, paix à son âme, il est aussi décédé. Et c'est eux qui ont donc transporté le dossier auprès du chef de l'État en lui disant, excellent, ce que vous entendez, Bois et la me fait à la radio là, c'est bon, c'est juste. Nous-mêmes, on a vu Roger Milla en tant que même qu'ancien joueur de l'Olympique de Montpellier. D'accord. S'il va à la Coupe du Monde, il nous a promis qu'il fera du miracle. C'est comme ça que le président de la République décide de la sélection, n'est-ce pas, de Roger Milla. Le ministre des Sports de l'époque, le docteur Joseph Fofé, était opposé. Mais on lui a dit, la présidence lui a dit qu'il n'appartient pas à un ministre, à un membre du gouvernement, d'empêcher un joueur qui veut défendre les couleurs de son pays d'aller essayer. Étant donné qu'on est à la présélection et que l'équipe va en préparation en Yougoslavie, pour un stage d'un mois d'acclimatation et autres, envoyez aussi Roger Milla, lui aussi qu'il aille faire ses preuves. S'il tient, les entraîneurs vont évaluer et diront s'il peut tenir à la Coupe du Monde ou s'il ne le peut pas. C'est comme ça que Milla arrive en Yougoslavie dans une délégation dirigée par Niembok Simon, un ancien cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est lui qui était chef de délégation. Milla était le meilleur là-bas, sur tous les plans. C'est lui qui marquait les buts, les matchs amicaux, faisait la décision. Il était plus vigoureux que tout le monde. Et à la fin de ce stage-là, les 4 entraîneurs que nous avions en place, Valérie Nepomniachtchi, Michel Kaham, Jules Nyonga et un quatrième. Il y a un quatrième, j'oublie un peu. Donc, les 4 entraîneurs ont fait chacun sa liste. Chacun à part. Jean Manga Ongene, je crois. Voilà, il y avait Jean Manga Ongene, c'est le 4e que j'ai failli oublier. Alors, chaque entraîneur s'est retiré dans un coin, a fait sa liste. Et sur les 4 listes des 4 entraîneurs, le nom de Roger Milla venait en tête. C'est comme ça qu'il a été sélectionné pour la Coupe du Monde. Il vous a quand même remercié Jamais. Mais vous voyez qu'il me réunit même en public. Donc, et c'est le même ministre, Philippe Mbargamboa, qui est venu intervenir encore auprès de moi pour ne pas lui porter plainte, parce qu'il m'a même injurié. C'est une histoire. Hein. Maintenant, nous avons... Comment ça, il vous a injurié? Oui, mais c'est une antenne comme celle-ci. Vous êtes menteur, vous n'étiez pas à la Coupe du Monde. Je ne sais pas comment vous pouvez prétendre que vous m'avez aidé à aller à la Coupe du Monde. Voilà ses propos dans cette chaîne-là, Radio Royal FM, Royal FM de Yaoundé, à l'entrée du marché du Mfundi. Donc, j'étais décidé à le traîner devant là-bas. Et le ministre Philippe Mbargamboa, comme d'habitude, qui était un de nos parents,
un de nos parrains, est revenu vers moi pour me dire non, Mikado, ne fais pas ça. La dernière fois, vous m'avez dit que Roger Mila vous a gardé un poste transistor. Oui, non, disons que c'est son épouse. C'est son épouse à la fin de la Coupe du Monde, quand nous sommes rentrés de la Coupe du Monde. Étant donné que nous étions voisins, un soir, je vais chez lui, une visite comme ça de routine, de promenade, et son épouse, de son vivant encore, me dit, mais Mikado, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui dis non, un petit poste de radio, un petit poste de récepteur. Et elle a acheté un poste de radio Cognon. Les petits postes, ça se vendait 10 ou 12 000 francs à l'époque. Cognon, la marque Cognon. Je lui ai dit non, ce n'est que ça. Moi, j'ai fait mon travail de journaliste et de patriote. Quand Mila est allé faire ce que j'avais dit à la radio et ça s'est réalisé, mais je suis un homme heureux. Et la population, les Camerounais sont contents. Il nous a amenés au sommet du football mondial. D'accord. C'était votre seul voyage à l'étranger, là, en Italie, avec les Lions du Cameroun? Non, j'ai fait beaucoup de voyages quand même pour un journaliste qui a plus de 25 ans de radiodiffusion. On va accueillir un deuxième invité, à Henri Diabaté Mandagui, l'analyste sportif. Monsieur Diabaté, bonsoir. Bonsoir, mon cher. C'est un plaisir particulier pour moi d'être là. C'est la première fois que vous êtes sur mon plateau. Oui, hein. c'est la première Moi, je vous regarde souvent à la télé, sur BNews 1. Et, ce matin, j'ai été impressionné par votre perspicacité, surtout vos interventions en cette période. Je me suis dit, pourquoi pas vous appeler ce soir. Comment ça va? Ah ben, je porte comme un charme. Et surtout que tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup de passion. Vous connaissez Bois la Mer? Oh, très bien. C'est la voix de notre enfance. Alors aujourd'hui, je disais à quelqu'un m'a appelé pour dire Ernest, pourquoi il n'y a pas les noms des invités? Je lui ai dit que je préfère garder la surprise pour la soirée. Et il a tellement insisté, je lui ai dit et Bois la Mer sera là. Et il m'a dit que l'émission de Bois la Mer nous manque au poste national, sport et société. Où est-ce que vous arrêtez avec cette émission? Elle ne passe plus? Non, disons que j'ai arrêté. Vous savez, dans la vie, il faut savoir arrêter, savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Et puis, quand on a travaillé longuement, comme je l'ai fait, j'ai travaillé à la radiodiffusion du Cameroun sans congé ni repos. Surtout, étant donné que plus de 25 ans, étant donné que j'avais des émissions dont j'étais le seul présentateur, le seul animateur. Donc, je ne pouvais pas m'absenter, même quand on m'accordait un congé, un mois, sur le papier, j'étais en congé, mais sur le terrain, il ne fallait pas laisser tomber les émissions. C'est compris. Donc, j'ai travaillé sans congé, sans repos, pendant toute cette période, et maintenant je me suis dit, quand même, le reste des jours, il faut se reposer. Voilà, il faut se reposer et non plus m'accrocher comme ça. Lui également, c'est un grand nom de la télévision publique camerounaise. Les jeunes qui sont nés entre-temps ne savent pas, à l'époque on parlait de journée mi-temps, c'est-à-dire qu'à 12h, on quittait l'école, on revenait à 14h et on terminait à 17h. Et nous, quand on arrêtait les cours à 17h, on courait rapidement à la maison pour attendre soit Sport Parade, soit Foot, soit Sport Vision. Et les visages qu'on voulait voir, c'était Lunis Pascal Fouda, Pierre Lebon et Langa, Jean Lambert. Et Lunis Pascal Fouda, exactement, il est avec nous sur le plateau ce soir. Lunis, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous n'êtes pas là, vous êtes là en tant que journaliste, vous avez été team presse de l'équipe nationale de football du Cameroun pendant des années, responsable de la communication au ministère des Sports pendant des années, vous avez également été responsable des services des sports télé pendant des années. Comment vous allez? Très bien. Voilà. Ça se voit. Oui, est-ce que vous permettez qu'on pose quand même une question sur l'épisode de l'Africa Foot? Non, je ne voudrais pas en parler parce ce soir. Nous sommes des légalistes, nous ne sommes pas des hors-la-loi. D'accord, ok. Nous attendons sereinement et je ne suis pas venu là pour en parler. Pour en parler. Si j'en parlais, ce serait à titre personnel, mais je préfère ne pas en parler. Ne pas m'étaler sur ce sujet-là parce que forcément, le sujet central fera... On va faire des virages. Il y aura des irrigations parce que pour comprendre certaines choses... Il faut passer par là. Allez, il est avec nous ce soir. Aben Bengue était attendu, il nous a confirmé qu'il sera là. Il nous a donné toutes les garanties au téléphone. On s'est parlé pendant toute la journée au téléphone, mais il n'est pas encore là. En attendant qu'il nous retrouve, Franck Peck, le responsable des sports de BNews. Et déjà là, Franck, bonsoir. Bonsoir Ernest et bonsoir surtout à ce charmant panel que j'ai le privilège d'accompagner ce soir. Ancien de la radio Sport Info de Douala, la radio de Martin Kamimi, merci d'être avec nous ce soir. On rappelle que l'émission ce soir est dédiée à monsieur Valère Abanda Motogo. Valère Abanda Motogo, il a été député de la Meufouille à Famba, il est sénateur suppléant, il a été conseiller économique
du président de la République du Cameroun. Il nous a quittés ce jour et Valère Abana Motogo était la plus en vue de toute la communauté Mvele. On attend le programme des obsèques, on présente nos condoléances donc à toute la communauté Mvele. On espère l'accompagner dignement à sa dernière demeure. On a un pincement au cœur pour son fils qui est en service à la primature, Edouard Abana Motogo. Donc l'émission est dédiée à Valère Abana Motogo qui nous a donc quitté ce jour. Je rappelle également que le ministre Philippe Bagambois a enterré ce jour son épouse, elle également, qui est décédée en fin de semaine dernière. Allez, repartons dans nos machines pour découvrir la problématique de ce jour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Obama Time. Au sommaire, élection à la Confédération africaine de football. Les suspensions à répétition d'Ahmad Ahmad de son poste de président de la Confédération africaine de football pour des raisons d'éthique et de détournement laissaient entrevoir l'avenir du Malgache à la tête de l'instance africaine de football en pointillé. Pour sa succession, 4 candidats sont en course. Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire, ex-président de la Fédération ivoirienne, déjà candidat en 2013 pour diriger la CAF, il est à un an près de la limite d'âge. Augustin Emmanuel Senghor, dit l'expérimenté, 55 ans révolus, le Sénégalais est le meilleur des 4 selon les fins connaisseurs du football africain. Ahmed Yahya, 44 ans, président de la Fédération mauritanienne. Le plus jeune des candidats a le mérite d'avoir sorti le football mauritanien de la léthargie. Et enfin, Patrice Motsepe, beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa, nombreux d'observateurs voient en lui le candidat préféré de la Fédération internationale de football association. Parlons de cette FIFA dont la position est assez trouble. Les récents voyages effectués par Gianni Infantino témoignent à suffisance l'intérêt particulier que nourrit l'instance mondiale sur ce processus électoral africain. Qu'est-ce qui peut justifier un tel engouement de la FIFA dans ce processus électoral? Quel rôle joue Gianni Infantino dans ces élections? Que cache sa présence dans ce processus électoral? Peut-on parler dans ce cas de figure d'ingérence ou de contrôle? Quel avenir pour le football africain qui, pour reprendre le trône d'Ahmad Ahmad à la présidence de la Confédération africaine de football, Obama Time s'interroge. Bonne émission. On décortique donc la situation à la Confédération africaine de football, élection qui est prévue le 12 mars prochain au Caire en Égypte. Et c'est le Camerounais Maître Api, ancien président du comité d'organisation de l'Africa Foot, qui sera le président de cette élection-là à la Confédération africaine de football. On va d'abord passer la parole à notre ami Henri Diabaté pour planter le décor. 4 candidats: Augustin Senghor du Sénégal, Ahmed Yahya de la Mauritanie, Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire, Patrice Motsepe de l'Afrique du Sud. Je souhaiterais qu'on soit méthodique. On parlera d'abord des chances des uns et des autres. On parlera après de l'implication de la FIFA et puis cet impérialisme que certains semblent voir à travers la trop présence, une très grande présence, tant pour moi, de la FIFA au cours de cette élection. Quelles sont les chances des uns et des autres dans cette élection, selon vous? C'est un peu difficile de dire, mais je vais essayer de me lancer. Il faut dire que l'homme qui a le plus d'expérience dans cette histoire, c'est Jacques Anouma, l'Ivoirien, président de la Fédération ivoirienne, qui a une grosse expérience, qui a un gros vécu du football, non seulement du football ivoirien, mais du football africain, qu'il connaît si bien. Il connaît les arcanes de la CAF, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amitié dans les fédérations en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. C'est quelqu'un de très connu dans le monde du football. Augustin Senghor, grosse expérience aussi, mais un peu moins qu'Anouma. C'est quelqu'un c'est un peu l'archétype du diplomate sénégalais. Dans les instances internationales diplomatiques, il faut comprendre que le Sénégal a une grosse force, une grosse prégnance qui fait que Augustin Senghor bénéficie un peu de cette aura de la diplomatie sénégalaise. Ahmed Yahya, lui c'est le petit pousset mauritanien, il connaît très peu, il est très jeune, son vécu est assez réduit dans le monde du football africain. Motsepe, idem,
Motsepe, président de club en Afrique du Sud, c'est vrai, les Mamelodi Sundowns, il est inconnu pratiquement sur le continent. C'est un brillant homme d'affaires. On a parlé de ses attaches dans le document liminaire tout à l'heure, de ses attaches familiales avec le président sud-africain. On lui prête le soutien du président de la FIFA, que le marathon diplomatique que le président de la FIFA fait à travers l'Afrique. Peut-être c'est au bénéfice de Motsepe, peut-être qu'on ouvre les portes des palais pour lui, toute la force de la diplomatie du président de la FIFA, peut-être c'est au bénéfice, on ne sait pas, je ne connais pas, personne n'est dans le secret des alcôves, mais attention, les gens le sujet, on dit peut-être c'est Motsepe qui a les faveurs du président de la FIFA qui veut jouer les faiseurs de roi, parce que pour lui, vous savez, certains ne peuvent pas l'accepter. L'Afrique, pour lui, c'est l'éternel juge de paix des élections à la FIFA. Lui, il regarde toujours vers les élections prochaines à la FIFA, en se disant, si sur les 56 pays, je peux contrôler la majorité, je peux gagner les élections. Ma réélection voilà, à la tête. Donc, c'est clair que Motsepe semble être l'homme le plus malléable dans cette histoire, parce que lui, c'est un brillant homme d'affaires, il se préoccupe beaucoup plus de ses affaires. On l'a vu, il est très peu dans les affaires de son club. Les Mamelodi Sundowns, on le voit très peu. C'est un homme d'affaires il est très investi dans les affaires minières, dans les affaires financières. Donc, il a très peu de temps. Or, le président de la CAF, c'est quelqu'un qui fait ça à plein temps. Donc, du coup, il sera jamais là. Ça va arranger les affaires. Il sera moins regardant. Vous savez, on est dans une époque où les Africains, un peu tous les sportifs, tous les dirigeants sportifs ont une lunette qui s'appelle le comité d'éthique et de gouvernance. C'est tout le monde qui regarde à travers celle-ci. Alors, le président Infantino, qui a un côté... quand il est en public, il affecte... il est Mr. Hyde. Il parle de transparence, il parle de règles équitables, mais derrière, son côté Dr. Jekyll apparaît, et tout de suite, il ne veut surtout pas qu'un certain nombre de règles, un certain nombre de comptes bousculent, un certain nombre de pratiques. Donc, du coup, Motsepe, pour lui, c'est le candidat idéal, sûrement. Et voilà un peu, je pense, ma foi, tel que je vois un peu les forces et les faiblesses de chacun. Juste Pascal Fouda, on a nos confrères de France 24 sur leur page, du moins sur leur site internet, indiquent dans un article que la FIFA est en train de faire pression pour que les trois candidats se mettent derrière Motsepe et qu'on ait une élection consensuelle. Aujourd'hui, on se pose bien la question de savoir qu'est-ce que du moins une élection qui concerne la Confédération africaine, la très grande présence de la FIFA inquiète et ressemble de plus en plus à une sorte d'impérialisme. La FIFA qui veut absolument contrôler la CAF. Non, je vais vous répondre, mais je vous dirais que mes réponses ne se ressemblent pas à une situation vécue ailleurs. Parce que lorsque vous voyez le président de la FIFA jouer le Tintin au Congo en Afrique, c'est pour des raisons qui sont évidentes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On dit chez nous que ne regardez pas là où vous tombez. C'était le même problème avec le président Issa il y a 4 ans. Parce qu'il veut avoir la même mise sur l'Afrique. Il a cru mettre un pantin qu'il allait dominer, manipuler. Mais à un moment, le Malgache aussi, qui est un petit rebelle, s'est rebellé. Et ça va être la même chose. Pourquoi la FIFA s'intéresse tant à l'Afrique? Pourquoi Infantino? Parce que c'est lui, en fait, qui a même déjà réussi à mettre la CAF sous tutelle. Vous le savez que depuis quelque temps, c'est Madame la secrétaire générale Fatma qui est la toute-puissante là-bas. Or, cela ne se peut pas dans aucune autre confédération au monde. Il ne peut pas le faire à l'UEFA, on ne le connaît même pas. Il ne peut pas aller à la CONCACAF ou au Combol ou à la Confédération asiatique. C'est en Afrique. Et en Afrique, pourquoi? Parce que en Afrique, nous sommes habitués, nous sommes des chefs qui aimons rester attachés. Parce que voilà une occasion, vous avez 54 voix, donc c'est vous qui faites le président de la FIFA. C'est l'inverse qui devrait se produire. C'est anormal aujourd'hui qu'on convoque 3 candidats
sur 4 à Rabat pour leur dire que c'est pour faire un consensus. On trouve 2 émissaires de la FIFA et le candidat sud-africain s'amène et on distribue des postes. On demande de signer un protocole, un agrément. Tel sera président, tel sera premier vice-président, tel deuxième vice-président, tel autre conseiller spécial. Franchement. Mais à ce rythme-là, lorsque nous irons à la Coupe du Monde, mais le même Infantino viendra vous dire ne battez pas le Qatar parce que c'est lui qui organise. Les gens du Sénégal ne battez pas la France parce que vous savez. Mais on va à ce niveau-là. Et même moi je dis, c'est honteux pour l'Afrique, c'est inacceptable. Et j'espère, parce que tout n'est pas joué. Ahmad n'est pas totalement hors jeu toujours, parce que je crois qu'il y a une dernière décision qui risque de venir bouleverser la donne. Pourquoi vouloir écarter Ahmad aujourd'hui? Là est toute la question. Pourquoi Infantino passe un mois de palais en palais pour faire la campagne du candidat à la Confédération africaine de football? C'est autant de choses, autant de dessous. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? C'est un problème de connivence avec des fédérations. Et comme disait mon ami Diabaté, il y a des choses qui ne doivent pas ressurgir. Il y a des choses qui ne doivent pas ressurgir parce qu'il y a trop de faux. Infantino lui-même est poursuivi par toute la justice suisse. Et je ne suis pas sûr qu'il s'en sortira, tout comme ses adjoints et complices Mosengo et autres. Donc, c'est en Afrique qu'on veut avoir la même mise. Venait-on faire du blanchiment d'argent? Parce que aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, la CAF est à sec. Parce qu'on a voulu tellement effacer le passage d'Issa qu'on a même réussi. On a rompu le contrat de Lagardère. De Lagardère qui était donc la vache à lait. Et aujourd'hui, la CAF est au bord de la cessation de paiement et même elle est en banqueroute. Maintenant donc, on vous aguiche, on va vous remettre sur flot, mais à condition de... C'est dommage. Et je dis, ce qui se passe dans le football, et c'est le football qui va décortiquer toute la politique mondiale, ça se passe ailleurs. Mais là, c'est que comme c'est le football, le bas peuple est regardant et voit, mais c'est comme ça que ça se passe. Infantino se comporte en Afrique comme au temps de l'impérialisme ou du colonialisme. Il vient, donc il est reçu par des chefs d'État que vous et moi ne pouvons pas rencontrer jusqu'à la fin de nos jours. Il passe d'un palais à l'autre en 30 minutes, il traverse un fleuve, il était là, il traverse, il va là-bas, il est à Kigali, il est à Abidjan, Mais c'est quand même pas possible. Et c'est la même FIFA qui parle de non-ingérence des administrations dans le football. Et vous voyez donc le paradoxe. Vous voyez le paradoxe. Et je crois justement que des occasions comme celle-ci sont des occasions pour faire comprendre aux Africains ils sont le pouvoir, au lieu de rester attachés là, parce que des intérêts, là, ce qui se passe, Motsepe qui est sud-africain, lui sera représenté comme président de la CAF. Mais vraiment, où est son programme pour le football africain? Mais son programme, c'est pratiquement, il a un peu... Il a réchauffé le plan de Infantino, c'est pratiquement. Voilà. Est-ce qu'Infantino peut aimer l'Afrique plus que nous? Infantino veut mettre la CAN à 4 ans. Il veut faire une super ligue d'Afrique des champions à sa guise, avec des clubs qu'il va choisir. Ça veut dire que les compétitions de la CAF, entre autres, ne vous donnent rien. On vous dit qu'il y aura beaucoup d'argent. Il va. Vous-même, vous voyez une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. Ça, vraiment, pour les Africains, ça vaudra quoi? Je ne prends que cet exemple-là. Il nous a déjà fait ramener. On est parti de la CAN en janvier, on est allé en juin, juillet, on est revenu en janvier. Mais nous ne sommes pas une cloche qu'il peut sonner comme il veut. Mais ceux qui ont encore le mythe du blanc, je ne suis pas sûr qu'il est plus intelligent que la majorité des Camerounais. Alors c'est un problème. Moi, je compte encore sur un sursaut d'orgueil et des dirigeants africains et des candidats. Mieux aller mourir avec ses propres idées que d'aller être un second couteau dans une affaire que vous ne maîtriserez même pas. La question de la CAN chaque 4 ans a été posée au candidat sud-africain, M. Patrice Motsepe. Il a dit qu'il est favorable pour une CAN à 2 ans et il a continué en disant mais on verra bien. Donc il a laissé une porte ouverte peut-être pour une CAN à 5. Et voilà même Mikado, quel est votre avis sur la question? On parlera peut-être tout à l'heure du vide laissé par
Issa Hayatou, finalement, ça n'a pas été facile de le remplacer. Est-ce qu'on pourra même un jour le remplacer? Mais que dites-vous de la situation actuelle à la Confédération africaine de football? Certains ne manquent pas de dire que M. Ahmad Ahmad a été une marionnette placée par Gianni Infantino. Malheureusement, la marionnette s'est retournée contre lui et a été pratiquement écrasée. Aujourd'hui, c'est M. Moutsepe qui a annoncé, comme le disait encore mon frère Diabaté, il n'est pas très concerné par les affaires du foot. Il est certes président d'un club sud-africain. Il est bougrement riche. Est-ce que c'est lui qu'il faut à la tête de la CAF aujourd'hui? Mais je ne sais pas si c'est lui qu'il faut à la tête de la CAF ou ce n'est pas lui. Vous savez, les intérêts sont tellement importants qu'il est difficile de se prononcer, n'est-ce pas, à une semaine, n'est-ce pas, de cette élection qui va se tenir pour renouveler le bureau de la Confédération africaine de football. Mais ce que je constate et ce que je veux dire, c'est que dans un premier temps, Linus a tout dit, n'est-ce pas? Il a ramassé, en gros, l'essentiel, même Diabaté, ils ont dit l'essentiel de ce qui se passe, n'est-ce pas, au niveau de la Confédération africaine de football. Et de leurs exposés, n'est-ce pas, que je respecte, qui sont, n'est-ce pas, solides, je voudrais dire qu'il y a deux choses. D'abord, Infantino, le président de la FIFA, s'intéresse au continent africain parce que nous sommes les faiseurs de rois. Le continent africain est le seul à avoir, n'est-ce pas, 54 pays qui doivent élire, donner leur voix, n'est-ce pas, à l'élection du président de la FIFA. Et ça, ce n'est pas donné. Toutes les autres confédérations n'ont pas ce chiffre-là. Elles sont certes peut-être plus riches, plus importantes, etc. Mais au niveau politique, électif, c'est l'Afrique qui fait, n'est-ce pas, les présidents de la FIFA. Et avoir l'Afrique avec soi, c'est avoir déjà un pas. C'est vrai qu'on vous dira Voilà. que par le passé, les Africains ont été candidats, mais ils n'ont pas réussi à se faire élire parce qu'à l'intérieur même du continent africain, il y avait des gens qui étaient contre eux. On se souvient de l'élection de M. Blatter contre Issa Hayatou. Et il y a un Camerounais. Celui que vous avez aidé, qui était contre le président Issa Hayatou. Oui, c'est des Camerounais qui ont même pris contre de l'argent. Ah, il y avait de l'argent alors? Bien sûr, ça ne se fait pas gratuitement, c'est des Camerounais, tout le monde les connaît, n'est-ce pas? C'est eux qui ont empêché Issa, n'est-ce pas, de battre... Campagne. Oui, n'est-ce pas, de battre son adversaire pour prendre la présidence de la FIFA. Donc, l'Afrique est, n'est-ce pas, faiseur de roi à la tête de la FIFA et on ne peut pas se désintéresser d'un pays qui a ce poids, qui a cette valeur. Un continent. Voilà, ce continent qui a cette valeur-là, on ne peut pas se débarrasser de cela. Deuxième chose qui fait que Infantino, n'est-ce pas, court derrière les Africains, il est conscient que les fédérations nationales africaines de football sont fragiles. Elles ne sont pas nombreuses, celles qui sont solides. Elles ne sont pas nombreuses. Nous n'avons pas d'argent. Presque toutes les fédérations ont des problèmes de trésorerie, tension de trésorerie, des problèmes internes, etc., etc. Si vous allez dans d'autres pays, en dehors du Cameroun, dont on connaît, n'est-ce pas, ce qui se passe, vous allez ailleurs, vous allez voir qu'il y a les mêmes problèmes se posent. Peut-être pas avec la même acuité, mais on a les mêmes difficultés. Donc, conséquence, on est fragile. Et tant qu'on est fragile, eh bien, on s'ouvre à l'extérieur, n'est-ce pas? On attend la manne qui vient de la FIFA. Et Infantino, avec tous les moyens de la FIFA et autres qu'il brasse, ben, il promet au président des fédérations nationales d'Afrique que bon voilà, vous venez avec moi dans mon camp et non seulement je vais, n'est-ce pas, vous conforter, je vais vous donner des moyens, je vais vous aider à diriger vos fédérations, je vais renflouer vos caisses, mais en retour, tel que Linus Pascal Fouda l'a si bien dit, vous également, vous êtes des pions, n'est-ce pas, au plan électif pour me donner des voix. Donc voilà les deux principales choses qui font que Infantino court après les fédérations ou alors après le continent africain, après la Confédération africaine de football. Il ne faut pas oublier non plus qu'au-delà de cet aspect-là, eh bien, Infantino n'a pas voulu de Issa Hayatou qui était un poids lourd. Issa Hayatou, n'est-ce pas, il a vu comment Issa Hayatou a fait, même avec 6 mois d'intérim qu'il a passé à la tête de la FIFA, il a vu la gestion de Issa Hayatou et il a suivi tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à l'élection
qui opposait Issa Hayatou et Youssef Sepp Blatter à l'époque. Il le sait, lui il était à l'UEFA. Donc il connaît le poids de Issa Hayatou. Il fallait donc combattre Issa Hayatou par tous les moyens pour se débarrasser de ce poids lourd-là du continent et mettre en place pratiquement une marionnette telle qu'il avait cru prendre Ahmad Ahmad le Malgache. Malheureusement pour lui, Ahmad Ahmad arrive là et commence à réaffirmer une certaine personnalité, n'est-ce pas, une certaine autonomie, un certain écart de comportement. Et c'est là qu'il dit, mais non, celui-ci, on ne va pas aller loin avec lui, il vaut mieux s'en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme ça qu'il remonte encore une cabale contre Ahmad Ahmad pour tout ce qui se passe là. Et on pensait qu'Ahmad est victime d'une cabale, alors ce n'est pas... Non, c'est vrai qu'il y a des problèmes de gestion, on a dit. Hein. Fatma Toula, la secrétaire générale, est venue là pour administrer, pour redresser un certain nombre de choses à la CAF, n'est-ce pas? Ça s'est passé. Mais il y a eu, n'est-ce pas, avec les erreurs également de Ahmad Ahmad, vous avez tout à l'heure dit l'annulation du contrat de Lagardère, n'est-ce pas, en France, qui était effectivement une vache à lait pour la Confédération africaine de football. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Hein, et cela fait que ça a fragilisé Ahmad Ahmad. Et aujourd'hui, il est, n'est-ce pas, il est sur siège éjectable, on ne sait pas ce qui va en sortir, n'est-ce pas, à la dernière décision qu'on attend au niveau du TAS, n'est-ce pas, la décision d'appel, n'est-ce pas, pour son cas. Donc, l'Afrique est n'est-ce pas, une vache, n'est-ce pas, très recherchée par la FIFA, par le président actuel de la FIFA, parce que pour lui, ben, c'est un gros challenge, n'est-ce pas? Au plan électif, la FIFA va être pourvoyeuse de voix pour son élection contre son futur adversaire. Et en même temps, en contrepartie, il va donner quelques miettes, n'est-ce pas, pour aider les fédérations africaines de football. Donc moi, c'est comme ça que je vois. Maintenant, au niveau de ce qu'ils ont fait là, ces jours-ci, on a suivi la réunion qu'ils ont eue pour tenter de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football s'est désolidarisé. Jacques Anouma, il a dit qu'il n'est pas, il n'est pas concerné. Il a dit oui. Malheureusement, il a déjà reçu une lettre de la FIFA qui lui demande de se justifier sur le fait qu'on prétend qu'il a reçu, je crois, 10 milliards de francs pour sa campagne, qu'il doit indiquer que c'est contre les règles éthiques de la FIFA. Donc, vous voyez, ces gens-là, ils nous tiennent. Surtout parce qu'ils savent qu'on est fragile. Ils ne peuvent pas faire ça, comme Linus a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, contre l'UEFA. Ils ne peuvent pas faire ça contre la CONCACAF et autres. Parce que ces pays-là, les confédérations asiatiques, européennes et autres, sont solides et n'ont pas de problème d'argent, de problème financier. C'est nous ici, on nous tient, on nous nargue. Parce que quand vous n'avez pas d'argent, ben, vous êtes obligé de suivre celui qui est à la bourse. Et c'est pour ça qu'on est fragile. Et c'est pour cela également que je crois que Infantino va réussir, n'est-ce pas, contre vents et marées, à placer quelqu'un. Celui qu'il veut. Celui qu'il veut, même si Ahmad Ahmad revenait par extraordinaire, n'est-ce pas, suite à la décision qu'on attend encore dans les prochains jours. On a suivi le coup de gueule Franck Peck de Alain Foka, notre confrère de RFI. Il a également une chaîne de télévision sur le web qui estimait qu'il était peut-être temps de renvoyer même l'élection. L'élection est prévue dans quelques jours. La situation de Ahmad Ahmad n'est pas encore clarifiée. Et au-delà, nous sommes en plein Covid-19. Comment tout cela va se passer? Est-ce qu'il y a une possibilité pour les candidats de se mouvoir, de présenter leur projet, ou simplement c'est une formalité parce que tout le monde sait que la FIFA a déjà choisi son candidat? Je partage l'avis d'Alain Foka. Déjà, parlant de la présentation des candidatures, il faut dire qu'on a quand même eu l'opportunité d'assister à la présentation de la candidature de Senghor, le candidat du Sénégal. C'était à l'hôtel Hilton sans publicité de Yaoundé le 6 février dernier. Il avait réuni toute la presse. Pourquoi il avait choisi Yaoundé? Il faut dire que Yaoundé accueillait donc le championnat d'Afrique des Nations. C'était la veille de la finale. On a tout de même pu remarquer que Senghor bénéficie du soutien total non seulement de son pays, mais des grandes gloires. Tout à l'heure, vous parliez d'Issa Hayatou, qui n'avait pas réussi à réunir toutes ses forces autour de lui. Il faut dire Senghor, on a vu El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, bref, toutes ces têtes du football. Tous les Sénégalais, les anciennes gloires du Sénégal. On fait corps. Au Cameroun, c'est toujours compliqué.
totalement difficile. Les Camerounais eux-mêmes qui abattent leurs compatriotes. Je veux dire, pourtant, il y avait les Joe Mansi Kamara, Kalilou Fadiga, El Hadji Diouf, et j'ai pu poser des questions à El Hadji Diouf. Ils étaient assez dithyrambiques sur leur candidat. Ils vous disaient, c'est celui-là qui va venir tout changer, il n'y aura plus de problème au sein de la CAF. Nous étions même très impressionnés. Ils étaient très, moi j'ai apprécié. C'est vrai que ce jour-là, il y avait aussi Ahmad, puisqu'il venait d'être réhabilité dans la course avec la décision du TAS du 29 janvier. Donc, il était encore, mais c'était avant son énième suspension. Pour parler de ces candidatures, il faut dire malheureusement, il n'y a pas eu de grosse campagne. C'est pour cela que Alain Foucault et les autres parlent d'un rôle de Gianni Infantino. On a l'impression que c'est lui qui est en train de battre campagne. Gianni Infantino a fait plus le tour d'Afrique que tous les autres candidats réunis. En un temps record. Un temps record. On a, je dis, outre le déplacement de Senghor pour Yaoundé, on n'a plus vu Senghor faire une visite officielle dans un autre pays pour présenter sa campagne. Motsepe, c'est sur les médias, on voit le candidat du Mauritanie qui ne parle que sur les réseaux sociaux. Anouma, c'est son passé qui plaide pour lui. Pourtant, Gianni Infantino, il est présent. Lui parle d'une présentation du projet de la FIFA, pourtant on parle d'une élection de la CAF. On ne sait pas quelle est l'opportunité de toute cette présentation. Moi, je partage parfaitement les avis qui ont été donnés ici sur ce plateau. La CAF reste la fédération la plus importante en termes de nombre de fédérations. On parle de 54. Mais outre les fédérations, il faut aussi dire qu'en termes de licenciés de football, la CAF connaît une croissance. Chaque année, il y a de nouveaux licenciés en football. Lorsque un monsieur comme Gianni Infantino regarde le continent africain, il voit une grosse manne. L'Afrique ne s'est même pas encore totalement développée. Tout à l'heure, vous parlez de la CAN à 4 ans. Il a même parlé du projet de la Champions League de football féminin. La question qui lui a été posée, mais il n'existe même pas déjà des championnats bien organisés dans les fédérations africaines. Comment vous pouvez parler de Champions League de football féminin alors que le football féminin n'existe même pas encore dans les différentes fédérations en Afrique? On ose donc croire qu'on a l'impression qu'on met la charrue avant le bœuf. Il a plutôt de très beaux discours, de très belles promesses. Et on a l'impression aussi, Ernest, qu'il est un peu déphasé du continent africain. Tout à l'heure, Linus le disait si bien, on a d'abord assisté à une organisation d'une CAN en juin, puis on revient en février, il met un peu plus l'aspect marketing. Il ne se soucie pas trop des intérêts des Africains. Son problème, c'est de se faire le maximum des sous. Regardons même, parlant de la FIFA elle-même, une Coupe du Monde à 48, le plus important est se jouant dans plusieurs pays. Ici, c'est le gain maximum. On ne regarde pas l'intérêt des Africains. Et pour revenir à cette élection, le candidat du Mamelodi Sundowns, c'est vrai que d'aucuns pourront louer le management de son club, on rappelle, qui est premier dans son groupe de la Ligue des Champions. C'est vrai, on ne présente pas cette formation sud-africaine, mais de façon générale, en termes de bilan, c'est quelqu'un qui n'est pas ancré dans les méandres de la gestion du football africain. Des messieurs comme Anouma ou comme Senghor ont leur mot à dire, mais lorsqu'on regarde, on a l'impression que tout est taillé pour que Motsepe soit le futur président de la CAF. Diabaté, on n'a pas encore beaucoup d'anciennes gloires en dehors des Sénégalais qui se mettent derrière Senghor, mais le Motsepe a reçu un soutien de poids. Le président du tout-puissant Mazembe, M. Katumbi, s'est aligné derrière Motsepe. Certains pensent que c'est un ralliement, on ne va pas dire pétrolifère, parce que tous sont des pétroliers, mais en même temps, quand même, quand vous avez Katumbi, on se dit, est-ce que Katumbi peut soutenir un candidat et Constant Omari? Bon, je connais. Choisi le pays qui devait abriter la Coupe du Monde 2026. Il y a un candidat africain, le Maroc. En face du Maroc, le Maroc qui a été candidat à plusieurs reprises. Le Maroc a étoffé son dossier. Sur le plan technique, c'était le meilleur. En face, on a les États-Unis. C'est-à-dire une troïka, États-Unis, Mexique, Canada. Et à quelques jours du vote, on a lu ça dans un hebdomadaire allemand, Der Spiegel, qui a eu accès à des données classifiées, qui nous raconte qu'il a appelé Donald Trump, le président Trump, pour discuter au téléphone avec le président, en lui disant que les États-Unis ont le meilleur dossier
pour abriter la Coupe du Monde 2026. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé subrepticement les techniques de notation. Donc il a introduit d'autres techniques, d'autres critères de notation pour disqualifier le Maroc. Et le Maroc a été disqualifié. Et ce qui est curieux, c'est que nous sommes en 2021, c'est au Maroc le 12 mars que cela va se passer. Les Marocains, la presse marocaine qui avait découpé en petits morceaux Gianni Infantino, aujourd'hui, ils sont dithyrambiques. On te raconte comment j'ai vu un reportage, ou faisait la télévision marocaine. Et on montrait comment le ministre des Affaires étrangères et Gianni Infantino, ils étaient bons enfants, c'était magnifique, les conversations. Je me suis posé un certain nombre de questions, parce que depuis qu'Infantino est là, depuis 2016, qu'il est à la FIFA, qu'est-ce qu'il fait? Lui, le principal reproche que ses contempteurs lui font, c'est que il a une dérive capitalistique du football. Il entraîne le football dans une dérive capitalistique qui est extraordinaire. Lui, son problème, c'est quoi? C'est d'organiser une compétition avec le maximum de matchs et appeler des annonceurs derrière. Le grand frère, Linus, a dit quelque chose qui vaut son pesant d'or. Attention au blanchiment d'argent. Toutes les fortunes les plus bizarres de la planète sont dans le milieu, dans le circuit du football européen, rentrent de l'argent, et on ne sait plus, et là on ne parle plus d'éthique et de bonne gouvernance, on ne sait plus, dans les clubs rivalisent, pour avoir Neymar, pour avoir Mbappé, pour avoir Messi dans la même équipe. On ne sait même pas d'où vient l'argent. On ne sait pas d'où vient l'argent. Oui, parce que je vous assure que il a beau crier à l'acharnement, mais on se pose immensement des questions. Et est-ce que il ne va pas reproduire ça en Afrique, connaissant l'état de faiblesse? Parce que je pense que Sarkozy a un problème d'élite de faiblesse avec Madame Betancourt. Je pense que ça peut aussi être appliqué à Infantino. Imaginez-vous que les fédérations africaines sont dans un délit dans un état de faiblesse financière. Donc c'est facile que tous les fonds les plus dangereux, les fonds vautours puissent rentrer pour financer le football africain. On va se retrouver demain dans des situations intenables où seuls les clubs liés aux mafias, voilà le bon mot, aux cartels les plus mafieux, se retrouvent là et trustent les Coupes d'Afrique et les meilleurs, les joueurs, tous les rafles, trustent tous les bons joueurs et puissent gagner tous les titres au détriment du football spectacle, de ce qui fait la caractéristique du football africain, c'est-à-dire cette capacité de rivalité, d'enseignes et tout. Donc c'est pourquoi je me pose beaucoup de questions, je me dis, là où il vient, le forcing qu'il fait là, son forcing dans le football africain, au-delà de l'aspect électoral, il voudrait avoir du bétail pour lui, des bétails qui puissent voter pour lui demain. Mais d'un autre côté, sur le plan financier, est-ce que le gars n'est pas en train de faire le casse du siècle? Amener tous les cartels pour financer le football africain, sous prétexte que les Africains, il y a une sorte de faillite financière dans le football, et on se retrouve dans des situations, si vous voyez les situations de fair play en Europe, du fair play financier, mais c'est un mensonge extraordinaire. Ça cache une perfidie où on frappe celui-ci, on frappe à gauche et on laisse pour la même faute à droite, on tolère à droite. Donc, vous vous retrouvez dans des situations internes. Moi, je ne veux pas citer un pays ou un club, vous pouvez deviner. Ça, pas de représailles. En tout cas, c'est pas Marseille. Hein? Et c'est pas Marseille, en tout cas. C'est peut-être. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a, je dis aux Africains de faire très attention, plus que jamais, le moment est venu pour les Africains de refaire leur football. Et ça, l'Union européenne, et ça se fait devant l'Union européenne, devant l'Union africaine. C'est ça qui est curieux. La CAF, c'est notre seul instrument de solidarité panafricaine. C'est-à-dire cet instrument le mieux achevé, le mieux réussi. Mais je ne comprends pas comment l'Union africaine sait qu'on va nommer le président, on va élire le président de la CAF, et l'Union africaine ne bouge pas. Qui a construit le siège de l'Union africaine? Ah voilà. Elle ne bouge pas, elle ne réagit pas. Je suis un peu perdu. D'accord. Peut-être que c'est vrai, Monsieur Dabati, on peut interpeller les politiques. Mais moi, j'ai suivi hier une émission de nos confrères de RFI, Radio Foot,
où on avait quasiment un plateau qui était unicolore, tout le monde était foncé sur Gianni Infantino, mais les médias africains, vraiment coup de chapeau à monsieur Alain Foucault pour le coup de gueule, mais nous-mêmes, les médias africains sont muets, personne ne parle, on a l'impression que c'est incroyable. Au-delà, on a été tous d'accord avec Samuel quand il s'est opposé ouvertement, Samuel Eto'o, quand il s'est opposé ouvertement à monsieur Gianni sur la CAN à chaque 4 ans. Mais aujourd'hui, où sont-ils les footballeurs africains, ces grands noms-là? Comment est-ce que le continent est en train d'être impérialisé devant nous, colonisé devant nous, et tout le monde est muet, Lunis Pascal Fouda? Le problème, il est là sous nos yeux. Et nous sommes faibles, pourquoi il faut partir de là? Nous sommes faibles parce que nous avons voulu être faibles. On a fait résilier le contrat de Lagardère avec la CAF, pourquoi? Pour qu'elle soit fragilisée, pour que ces fédérations se retrouvent dans la situation actuelle. Et ces fédérations, que font-elles de l'argent que la FIFA leur envoie? Ça ne sert à rien. Vous avez suivi un petit scandale au Congo démocratique avec, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça dit que nos propres fédérations sont prises dans leur piège. On vous envoie de l'argent, vous ne faites rien avec, vous avalez donc. Et Infantino les tient de ce côté-là. Vous ne votez pas, je déballe. Vous demandez où sont les journalistes. Les journalistes sont sous le joug des fédérations. Donc, ils s'alignent derrière la fédération. Vous demandez les joueurs. Les joueurs n'ont jamais été ensemble. Vous voyez l'exemple au Cameroun. Oh, les Camerounais, si tous les joueurs camerounais faisaient, vous voyez ce que la génération 98 a fait en France. Vous ne pouvez prendre aucune décision dans le football français. Si vous sautez sur Zidane et toute la clique, les Thuram, les Dubaï, ils ont investi tous les milieux du football professionnel en France, jusque sur les plateaux de télé. Ils sont là. Consultants. Parlez un peu de Zidane en mal, à côté de Dugarry ou de Vicente Elizalde. Vous avez répliques aussitôt. Et ils ont donc, ici, on n'a pas pu le faire. Ici, nous avons des anciens joueurs qui ont encore des 90. Les choses sérieuses se passent parce qu'ils ne vont pas d'une même voie. Parce que s'ils formaient ces lobbies dont je parle là, franchement, le football camerounais ne serait pas là où il est. Je prends l'exemple du football camerounais. Il en a ici. Parce que le cinéma que les Sénégalais sont venus faire ici, c'était de la publicité. Mais suivez-les il faut suivre chez eux. Ce n'est pas tout à fait ça. Hein. D'accord. C'est pas tout à fait ça. Mais ils sont là derrière leurs candidats, ils font ce qu'ils doivent faire, ils montrent un semblant d'unité. Malheureusement, ce semblant d'unité-là devrait être entre toutes les fédérations africaines. Ça dit, c'est un sursaut d'orgueil. On dit non, au moins dans ce domaine précis. Nous disons niet, parce que quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, le plus grand nombre de licenciés, c'est ici. Les plus grands talents qui fournissent tous ces grands championnats européens, c'est des pépites qui viennent ou sont originaires d'Afrique ou sont africaines. Ça, on ne peut pas le nier. On revient à vous, Luis, vous gardez le micro. On va d'abord écouter les réactions d'au moins deux anciens. Il y a Diouf, Ella Diouf, champion ballon d'or africain, et puis le candidat Senghor. Écoutez. Si je devais citer les points les plus urgents pour moi quand je serai élu, ça toucherait d'abord, à mon avis, à la réforme globale de nos textes et de notre organisation. Parce qu'aujourd'hui, malgré les efforts qui sont faits par ailleurs, on sait que notre confédération est dans des difficultés structurelles, de gouvernance, d'organisation. Et ça, je pense que ce sera la clé. Parce que, quels que soient les projets, quels que soient les beaux programmes, si on n'a pas réglé ces difficultés d'adéquation de nos textes, de notre organisation, en réalité, de la gestion et du management des organisations sportives des temps modernes, nous n'y arriverons pas. L'autre aspect qui me tient à cœur, c'est les compétitions. D'abord, je le félicite. Il a été très bon et humble. Et surtout, ceux qui connaissent M. Augustin Senghor, le président, ils savent que c'est un travailleur. Et si le Sénégal est premier depuis très longtemps en Afrique, ça veut dire qu'il en a bien pour quelque chose. Et on doit lui faire confiance. C'est un travailleur, c'est quelqu'un de très humble. Et je crois qu'il a tout pour pouvoir diriger la CAF.
Obama Time, deuxième sortie de la semaine, nous parlons de l'élection à la Confédération africaine de football. Vous avez suivi la réaction de El Hadj Diouf. Il y a des gens qui sont en train qui ne connaissent même pas. El Hadj Diouf, il a été ballon d'or africain. Il a fait les beaux jours de Lens en France. Il a également fait les beaux jours de Liverpool en Angleterre. Il n'était pas très ami à celui qui pourrait succéder à Jürgen Klopp à Liverpool. Il s'agit de Steven Gerrard. Denis, vous avez la parole. Oui, j'étais sur cette solidarité africaine et il s'inquiétait du fait que les gens ne s'insurgeaient pas l'Union africaine. L'Union africaine aussi à son niveau. Bon, quand vous faites construire votre siège, qui est un don chinois, ou même vous êtes déjà très petit inféodé. Donc c'est une mentalité générale. Je disais tout à l'heure que c'est le football, sport populaire par essence, qui fait ressortir... C'est même beaucoup plus grave ailleurs, dans les domaines économiques et autres, c'est politique, c'est beaucoup plus grave. Mais là, je dis au moins, Infantino n'est pas fou lorsqu'il il passe par les chefs d'État. Lui qui dit que les chefs d'État ne doivent pas s'ingérer, mais il va prendre l'onction en haut. Mais normalement, un chef d'État n'a pas à donner une consigne de vote à un président de la Fédé que lui n'élit pas. Et un président de la Fédé, en tant que tel, n'a pas à recevoir des consignes de son chef de l'État parce que c'est une affaire purement sportive. Mais là, nous sommes perdants parce que tout ce qu'on dit là, c'est l'argent, l'économie, l'argent, l'économie. Le football en lui-même, comme vous le disiez, on n'en parle pas. Ceux qui en parlent, c'est eux qu'on case dans des postes de vice-président, deuxième vice-président et même conseiller technique. Parce que celui qui vraiment connaît les meilleurs du football africain actuellement, c'est Anouma. Je l'ai vu à l'œuvre, je l'ai côtoyé, je l'ai vu travailler. Mais sauf que c'est une forte tête qui va déranger Gianni Oui, mais comme Aïssa dérangeait, donc il faut effacer les forces têtes. Maintenant, on sort des documents où il doit justifier l'argent, où lui dit qu'il n'a rien perçu de l'État, mais eux, ils connaissent déjà les montants. 13 milliards, il faut justifier, alors qu'il n'est même pas en campagne. Vous voyez jusqu'où nous sommes dans des attitudes mafieuses, où à tout prix il faut éliminer l'ennemi, quels que soient les moyens et quelles que soient les circonstances. Donc, c'est une affaire qui, si elle est pliée telle qu'elle est partie là, c'est vraiment un grand retour en arrière pour le football africain et une très grande honte pour ceux qui sont nos présidents de fédération. Ils devraient se ressaisir. Ils devraient se ressaisir parce que ils vont s'engager comme ils vont s'engager là. Celui même qui les engage n'est pas un saint. Il traîne des casseroles. Ça peut aussi tomber du jour au lendemain. Je crois même que c'est pour ça qu'il passe plus de temps en Afrique désormais. Mais il y va de l'avenir du football africain. Il y a une manière de travailler en Afrique. La Ligue des Champions, on ne peut pas faire une Super Ligue où les mêmes clubs. Parce que dans sa grande Ligue des Champions, il va prendre le Canon de Yaoundé, pour lequel je n'ai rien contre. Il va prendre, je ne sais pas, Afia de Conakry, qui n'ont plus le même retentissement qu'avant. Les choses ont changé, les clubs ont évolué dans tous les domaines. Nous avons des clubs ici. S'il faut prendre quelqu'un au Cameroun, ce n'est que Coton Sport. Je prends un exemple, ce n'est pas une Champions League de tradition ou de fossile. Et jouer la CAN tous les 4 ans. Que font donc les enfants entre-temps? Et qu'est-ce que ça va donc rapporter au football africain? Parce que lui, il veut déjà faire son grand championnat du monde des clubs, sa Coupe du monde des clubs, autant pour moi. Et les quelques dates qui restent, il faut les grappiller. Et il ne faut pas qu'une autre compétition vienne ternir les siennes qu'il veut fabriquer un peu partout en Afrique et dans le monde. Donc, Gianni Infantino, ce n'est que moi je ne souscris pas du tout. D'abord, il ne m'est pas sympathique à vue d'œil. Et puis, il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère et il ne peut pas aimer l'Afrique plus que les Africains. Tété, ça, c'est impossible. Excusez-moi, Tété, c'est comme ça qu'on vous appelle affectueusement entre nous. Est-ce qu'on ne fait pas finalement un mauvais procès à Gianni Infantino? Ce n'est pas Gianni qui votera le 12 mars prochain. Ce sont des Africains qui voteront, qui sont libres de choisir leur candidat. Ils sont certes manipulés, mais
Est-ce qu'on ne parle pas des gamins? On parle quand même des présidents des fédérations qui ont un certain âge, qui ont été votés même par leurs concitoyens. Mais cette faiblesse des Africains, pourquoi se laisser autant manipuler? Non, c'est un complexe, n'est-ce pas? C'est un complexe malheureusement qui s'accentue, n'est-ce pas, dans cette interdépendance. Vous savez que de plus en plus, on l'a déjà dit, le monde est interdépendant. Le monde est devenu un village planétaire. On se tient. En politique, on vous dit que tel président de la République a été placé par tel président à l'étranger ou par telle grande puissance, hein, en telle ou telle chose. On vous dit que s'il y a quelqu'un qui est là, c'est tel qui l'a placé, hein, etc., etc. C'est un peu la même chose et qui dépersonnalise l'homme africain en particulier. Ceux qui auraient pu, n'est-ce pas, se révolter, comme tout à l'heure vous avez pris l'exemple des joueurs sénégalais, des joueurs français, etc., etc. Ceux-là, eux-mêmes, sont victimes d'un complexe d'infériorité. Regardez, n'est-ce pas, tout à l'heure, on a dit, quand Issa Hayatou était candidat contre M. Blatter pour conquérir la FIFA, c'est des Camerounais, des joueurs camerounais, des anciens joueurs camerounais qui se sont opposés, qui ont fait toutes, n'est-ce pas, toutes les manœuvres pour nuire à la candidature de Issa Hayatou. Pendant ce temps, les mêmes Camerounais et même les mêmes Africains, regardez, Gianni Infantino est là aujourd'hui, président de la FIFA. Son élection a été financée par des Camerounais, par des Africains. Les Samuel Eto'o ont participé, les JTAP ont participé, les Didier Drogba de Côte d'Ivoire ont participé. J'espère que vous avez les preuves de ce que vous dites. Ils ont participé. Bon, participé pas financièrement. Ils ont participé. Samuel a assumé son choix pour Gianni Infantino. Oui. Ça, on le reconnaît. Mais au niveau des finances, quand même, c'est... Non, ils ont participé. Ils ont aidé. Je ne veux pas... Aider, mais c'est vraiment... Tout ça, n'est-ce pas, la contribution, elle peut être multiforme. Hein? Chacun va voir ce qui l'intéresse là-dedans. Et c'est pour ça que vous avez vu, par exemple, en Côte d'Ivoire, Didier Drogba, par exemple, a voulu être président de la Fédération ivoirienne de football. Vous voyez quel problème ça a causé. La FIFA est intervenue rapidement. Et on a mis sur pied là-bas un comité de normalisation, n'est-ce pas, d'1 an, le temps de préparer, de donner le coup de franche à Didier Drogba, qui certainement reviendra. Parce que l'équipe fédérale qui était là, n'est-ce pas, de la part du président défunt de la Fédération ivoirienne, ne voulait pas, n'est-ce pas, de Didier Drogba. Donc la FIFA également lui rend la pièce de la monnaie. Des rumeurs disent ici, au Cameroun par exemple, qu'un ancien international aussi pourrait se porter candidat bientôt, puisqu'on est déjà rendu, n'est-ce pas, à la phase transitoire qui va conduire aux élections d'un nouvel exécutif à la FECAFOOT. Vous y êtes déjà? Non, oui, la campagne est ouverte. La campagne est ouverte d'une manière ou d'une autre. Les gens se préparent. Mais normalement, la polémique est arrêtée. À partir du moment où des gens ont l'ambition légitime, par exemple, de prendre la FECAFOOT ou d'être président. Et ceux qui sont là actuellement, ils seront là pour ils sont dans la transition également candidats? Oui, c'est possible. Parce qu'il y aura une commission électorale que la FIFA va mettre sur pied. Ah d'accord, ok. Justement, parlons du Cameroun, c'est l'équipe actuelle qui va voter à la CAF, c'est bien ça? Bien sûr, bien sûr. Mais vous ne lisez pas les correspondants de la FIFA et des organes internationaux tous ces jours-ci, même de l'État du Cameroun. Vous ne voyez pas toutes les correspondances qui arrivent. Le président de la FECAFOOT s'appelle Mbombo Njoya Seydou. Et il y a le même bilan alors? Non, il n'existe pas, il n'existe pas. Le pouvoir public, Linus vous a dit tout à l'heure, il ne veut pas revenir sur ce dossier, il est légaliste. Nous tous, nous sommes légalistes. Quand le chef de l'État a donné des orientations au-delà des autres instances internationales habilitées du football, eh bien, nous suivons. Donc aujourd'hui, le Mbombo Njoya Seydou est le président de la FECAFOOT. Monsieur Banlok Didier est le secrétaire général. Mais tout ça dans un cadre transitoire qui doit déboucher à de nouvelles élections d'ici quelques mois. C'est pour cette raison-là que la polémique, n'est-ce pas, cesse. Les Albert Mguida, dont on ne connaît pas en réalité d'où ils sortent brutalement. Non, c'est un sénateur. Quand même. Non, le sénateur vote à la FECAFOOT. Non. Donc, c'est pour vous dire que tout ce monde-là, ils ont la légitimité
de se porter candidat. Tous les Camerounais, si vous remplissez les conditions qui seront définies, vous avez la possibilité d'être candidat. Et dès lors qu'on a dit que les élections, c'est dans quelques mois, je crois que les débats sont clos pour que les gens aillent se préparer pour les élections qui vont départager toutes les forces, les uns et les autres, et mettre en place un nouvel exécutif, et on repart d'un bon pied. Donc moi, je voulais dire par là que les Camerounais eux-mêmes, les Africains eux-mêmes, sont assujettis à la FIFA par, n'est-ce pas, un complexe d'infériorité. Les joueurs européens, français et autres revendiquent que les Zidane font ceci, cela, mettent en place, n'est-ce pas, les gens de leur choix et ont des mots à dire dans, n'est-ce pas, le mouvement sportif de leur pays. Mais ce n'est pas ce qu'ils font, n'est-ce pas, lorsque les Gianni Infantino s'introduisent, je peux dire par effraction en Afrique, parce que ce n'est pas le rôle du président. Si les joueurs étaient peut-être... il y avait un groupe soudé. Oh, il n'y a pas de groupe. Soudé, parce que la FIF Pro Division Afrique, je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà, on ne sait la pas. FIF Pro Division Cameroun, dirigée par notre frère et ami Jérémy Sorel Dutap. Les footballeurs sont toujours divisés. Tout de table d'abord sur une question. Alors, l'alternance, sur le plan civil même d'ailleurs, on dit l'alternance. Au Cameroun, on entend les gens dire alternance. Il faut, le président Bianda peut être là, il faut un nouveau président. Finalement, on se rend compte que le départ de Issa Hayatou, c'était un gâchis. Le temps donne raison à Issa Hayatou. D'abord, Franck Peck. Issa Hayatou était peut-être jusque-là le meilleur président de la Confédération africaine de football. En fait, un grand homme avait dit ne demeure pas président qui veut, mais qui peut. Je crois 29 ans à la tête de la CAF, ce n'est pas chose facile. On a pu voir lors de la FIFA Gate avec tous ces échecs, que ce soit Platini, Sepp Blatter, Jérôme Valk et même dans la Comebol et la CONCACAF, on a vu que le président Issa Hayatou est sorti indemne de tout ce grand... Même toutes les enquêtes à la CAF, son nom n'a jamais été cité. On peut comprendre, malgré tout ce qu'on va reprocher à Issa Hayatou, qu'il avait tout de même une gestion irréprochable. Parce que s'il avait ne serait-ce qu'une seule coquille, il devait passer comme tous ses collègues de l'époque. Parlant de sa gestion, on a vu le récent CHAN qui vient de se dérouler. Il faut dire que c'est une pure création de Issa Hayatou. On a vu les places gagnées par l'Afrique en Coupe du Monde. Tout ce qui a été développé en Afrique en termes de football, je crois qu'on ne peut pas revenir sur l'héritage laissé par Issa Hayatou. Et on peut le comprendre lorsque le jeune Gianni Infantino arrive à la tête de la Fédération internationale de football association. Son idée, c'est d'avoir la même mise. Il est très intelligent. Il sait qu'il est difficile de contrôler l'Afrique lorsqu'on a un vieux briscard, quelqu'un qui maîtrise la gestion du football comme Issa Hayatou. Et qui a surtout une forte personnalité. Une forte personnalité. Il faut se débarrasser de toutes les personnes qui gênent. On écarte donc Issa Hayatou, on prend le diplomate malgache, on se dit qu'avec lui, ça pourra aller. Raison pour laquelle tout à l'heure on parle des candidats, le profil de monsieur comme Anouma ne plaise pas. Parce que monsieur comme Anouma, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le football et il n'est pas facile de lui dire n'importe quoi. Il veut travailler avec des hommes d'affaires, des gens qui ne veulent que faire du business, des gens qui ne maîtrisent pas tellement le football. Je suis d'accord que le départ d'Issa Hayatou est un départ qu'on continuera à regretter un peu partout en Afrique. Et parlant de la proximité tout à l'heure, vous parlez de la position des joueurs africains. Ernest, il faut dire que c'est assez difficile. Pourquoi? Gianni Infantino, c'est l'ancien secrétaire général de l'UEFA. Lorsqu'on est secrétaire de l'UEFA, on est proche des internationaux africains, des grands joueurs, que ce soit Didier Drogba, Samuel Eto'o, tout cela. On ne parle pas d'une amitié malsaine, mais ils ont passé beaucoup de temps en compagnie de Gianni Infantino, ils ont nourri une certaine amitié. Il est difficile pour ces anciens gloires de s'opposer d'une façon farouche au projet. Mais Samuel Eto'o l'a fait. Hein? C'est vrai qu'il le dit, mais on ne cache pas, on sait très bien qu'il est proche du président Gianni, même s'il s'oppose sur certaines décisions du président Gianni, le fait savoir, vous avez parlé tout à l'heure de la CAN à 4 ans, mais il ne peut pas dire qu'il est totalement contre la présence de Gianni, que ce soit Didier Drogba. Gianni a tout de même, il faut dire qu'en tant que diplomate, Gianni, il a été très intelligent. Lorsqu'il a été élu, il est rapidement allé, entre guillemets, faire la cour à cette grosse gloire, que ce soit Didier Drogba, et même à l'international, on le voit très proche. Depuis quelques temps, il est même très proche des joueurs comme Sadio Mané ou encore Salah. Il sait très bien qu'à un moment donné, il aura besoin de leur soutien pour asseoir sa suprématie en Afrique. Le départ de Hayatou, un gâchis, la mise à l'écart
ou alors l'arrivée de notre ami Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad, c'est fini là, c'est terminé. Est-ce qu'il y a encore l'espoir qu'il revienne au moins? On attendait une décision ce soir. Oui, ce soir. On attendait la décision ce soir. Non, mais pour moi, je ne vais pas revenir sur l'héritage d'Ayatou. Il est colossal. Ouais. Il est colossal. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que on est dans un environnement de mafioso. Et ça, cette dérive capitalistique-là, il fallait un homme du charisme d'Ayatou. Un homme qui a un vécu, un homme qui a une expérience, un homme qui a le bagou nécessaire pour résister à toutes les forces de l'argent qui circulent. Mais hélas, on a eu la malchance que le mauvais génie de Gianni Infantino est passé par là et il a traficoté, c'est connu de notoriété qu'il a joué un rôle prépondérant pour que le président Ayatou parte de la CAF. Ça, il n'y a rien à dire. Bon, maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il part, il a son homme lige qui est là, qui obéit au doigt et à l'œil. Bon, ben, imaginez-vous l'état dans lequel la CAF se trouve aujourd'hui. Si certains parlent de cessation de paiement, vraiment, je ne connais pas les finances de la CAF, mais je sais qu'elles ne sont pas formidables. Je sais d'instinct qu'elles ne sont pas formidables. La CAF est extrêmement tributaire des avances de la FIFA. Elle est dépendante de la FIFA, à telle enseigne qu'aujourd'hui, il est très difficile pour un président quelqu'un qui parvient à la tête de la CAF, de remonter, c'est-à-dire de remettre la CAF, les finances de la CAF à flot. Donc, fondamentalement, c'est très, très difficile. Il a fallu fragiliser la CAF, la mettre en situation de dépendance pour qu'elle soit taillable et corvéable à souhait. Et donc, effectivement, voilà la situation. En 29 ans, en près de 30 ans de magistère, on ne se serait jamais retrouvé dans ce type de situation. Il fallait laisser Ayatou terminer un dernier mandat et s'en aller très calmement. Vraiment, je pense qu'il aurait amené, couvé Ahmad de manière à ce que Ahmad puisse prendre un pouvoir, un timon. Ahmad aurait été élu ainsi après. Non, peut-être non, je peux dire n'importe qui. Celui qui serait arrivé là, il aurait couvé la personne, parce que j'aurais été sûr que ça aurait été Anouma. Anouma au constat au mari. Anouma au constat au mari. Et la personne, celui-là, de réélu, allait arriver avec les coudées franches, assis juché sur un piédestal, dressé par le président Ayatou. Et là, je suis sûr que la CAF aurait décollé. Luis Pascal Fouda, est-ce qu'aujourd'hui, Issa Ayatou et Ahmad peuvent déjouer le plan de Gianni Infantino? Imaginons un seul instant une hypothèse où, parce qu'aujourd'hui, si Issa Ayatou prend la parole et pour dénoncer dans une vidéo et demander au président africain en soutenant une candidature, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'élection à venir? Et supposons également qu'on n'a pas encore l'information, nos reporters sont en train de chercher à avoir la bonne info sur la décision qui a été prise aujourd'hui. Si Ahmad ne peut pas être candidat et qu'il se met derrière un candidat qui n'est pas le choix de M. Gianni, est-ce que ça peut également avoir des conséquences? Non, ce qu'il y aura du mauvais jeu, mais je voudrais dire par rapport à votre première question que vous semblez ne pas connaître la noblesse et la hauteur qui caractérisent le président Issa Ayatou. Vous avez vu que depuis qu'il a été éjecté, comme cela a été, il est resté zen, il n'a pas fait de bruit. Donc aujourd'hui, il regarde tout cela. Je ne sais même pas quel intérêt il aurait à venir se jeter dans cette gadoue, parce que ça, c'est un repère de Forban. Donc, si maintenant, sûr aussi que M. Ahmad, il a ses gens, il n'a pas tous les présidents. Demandez-vous quand même pourquoi Gianni, l'Afrique anglo-saxonne, anglophone, là, on ne le sent pas trop de ce côté-là. Hein. Il a son cartel, sa ligne directrice francophone, et il sait comment. Parce que là-bas, c'est un peu plus rigide, c'est pas facile. On respecte un peu plus la loi de ce côté-là. C'est pas facile de donner des instructions. Et
qui vont perdre leurs petits avantages et prérogatives suite à cette redistribution des cartes qui est tout ce qu'il y a d'antidémocratique. Et c'est même ça qui choque. C'est ça qui choque, même si quelqu'un votait pour M. Motsepe, mais que ce soit... Bon, on verra combien, comme avec l'Égypte, avec M. Infantino. Mais je connais l'Afrique, je connais l'électeur africain.